Coût de la dette? Pas vraiment compliqué. Donc, on va savoir combien ça coûte à la compagnie d'avoir émis des obligations, combien de rendement on doit fournir à nos créanciers. Quand j'achète une obligation comme investisseur, comme particulier, je m'attends à faire un rendement. Bon, pour moi, c'est de l'argent qui rentre. Pour la compagnie, c'est évidemment un coût. C'est ce coût-là qui nous intéresse ici. Souvent, dans les états financiers, on fait la distinction dette à court terme, passif à court terme, passif à long terme. C'est le long terme qui nous intéresse ici pour la dette. La clé ici, la chose à retenir qui est très, très, très importante, ce qui nous intéresse, le ARD, ce n'est pas le taux de coupon. Ce n'est pas du tout le taux de coupon. Ça peut porter à confusion dans le sens où le taux de coupon, on a l'impression que c'est vraiment ce que la firme paie comme intérêt. Si j'ai un taux de coupon de 7%, valeur nominale de 1000, 7% fois 1000 divisé par 2, j'aurais 35 $ à tous les semestres versés. Mais c'est pas ça le vrai coût de la dette pour la firme, parce qu'il faut aussi tenir compte du prix que la firme a reçu quand on a émis l'obligation. Si l'obligation se vendait à prime ou à escompte, ça va influencer le vrai rendement que je verse à mes créanciers. Donc, le vrai coût de la dette pour les obligations, c'est le rendement à échéance. Toujours, toujours, toujours utiliser le rendement à échéance. Pas intuitif peut-être, mais si on y pense 2 secondes, ça fait vraiment beaucoup plus de sens que d'utiliser le taux de coupon. Donc, on va toujours, toujours regarder le rendement à l'échéance pour déterminer le ART. On se rappelle, on vous donne un exemple ici de vous faire calculer le ARD. Calculer ARD, calculer RAE, c'est la même chose. Donc, on se rappelle, quand on fait l'exercice pour calculer le RAE, au chapitre 5, on n'était pas capable d'isoler le R dans notre formule du prix d'obligation. Il fallait procéder par interpolation, calculatrice financière avec Excel. Donc, à l'examen, on ne vous fait pas refaire d'interpolation pour calculer un RAE. On ne vous fait pas calculer un RAE de façon précise, de façon exacte. On n'oblige personne à avoir une calculatrice financière. On va donner le RAE, on va donner une façon alternative de le trouver simplement, mais vous n'aurez pas à, ceci c'est juste une pratique dans le fond, là, vous n'aurez pas à déterminer un RAE de façon précise. Dans le TP, peut-être, mais pas dans l'examen, ça c'est, pas dans l'examen final, ça c'est sûr. Donc, ce qui est important de retenir, c'est simplement de ne pas utiliser directement le taux de coupon. Le 9% ici, c'est pas du tout ça qu'on veut voir comme ARD. Il faut prendre la peine de calculer le RAE. Dans les exemples de tantôt, on va voir comment on peut faire là, alternativement sans vous faire calculer le RAE directement. On met tout ça ensemble. Donc, on a vu ARE, ARP, ARD. On met tout ça ensemble, puis on veut une moyenne. On veut la moyenne globale, pondérée de toutes ces sources de financement-là, qui va être le rendement, c'est le rendement exigé sur nos actifs, le rendement exigé par nos créanciers, par nos investisseurs. Il me restait les petits W à déterminer, donc les poids ou les pondérations. On se rappelle dette, équité, action privilégiée. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Bon, j'avais commencé le chapitre en présentant cette petite équation-là. La valeur au complet de la firme, c'est la somme de ces trois instruments-là. Les poids qui m'intéressent sont ici. La fraction de la firme qui est financée par équité, par action ordinaire, la fraction qui est financée par obligation ou par dette, et la fraction par action privilégiée. La somme de ces trois W-là doit nécessairement donner 1, 100%, parce qu'il n'y a pas d'autre source de financement, tout l'argent vient de là. Petite particularité très importante, on parle toujours de valeur marchande. Donc, pour tous ces instruments-là, quand j'évalue la valeur des actions en circulation, c'est la valeur marchande. Pas la valeur comptable, pas la valeur au livre, pas la valeur nominale. C'est vraiment le prix, la valeur à laquelle l'action se transige sur les marchés. Pour les actions ordinaires, les actions privilégiées, pour la dette, les obligations, toute la même chose. Donc, ça peut porter à confusion dans le sens où on présente souvent le CNPC à partir d'un bilan comme j'ai fait au début du chapitre, mais pour ces calculs-là, pour les W, pour le D, E, P, pour les poids, c'est toujours en valeur marchande. Bon, on vous met une petite note ici, là. Vous pouvez sauter, vous pouvez la lire rapidement, là.
Si jamais ces valeurs marchandes-là ne sont pas disponibles, on peut contourner là, avec les valeurs comptables, mais c'est vraiment pas à recommander. Dans le cours, on va s'arranger pour que vous ayez les valeurs marchandes. Ou en fait, on va vous donner les deux, puis on va vouloir vérifier si vous vous rappelez de qu'est-ce qu'il faut faire comme il faut. Un petit exercice pour vous faire travailler les WE, WD. Vous allez remarquer que dans les problèmes, souvent, il n'y a pas d'action privilégiée. En ce moment-là, WP est 0, puis on a WE et WD qui est égal à 100%. C'est pas plus compliqué que ça. Les ratios qu'on va retrouver souvent, E sur V, D sur V. Faire attention. Des fois, on va parler de D sur E, mais si on se rappelle que D plus E est égal à 1, ça ne devrait pas poser de problème. Des fois, il va falloir faire une petite manipulation algébrique pour retrouver ce qu'on veut, mais ça sera pas plus compliqué que ça. L'équation sur laquelle j'avais insisté au début, c'est simplement une moyenne pondérée. On voit les poids des différents instruments, les coûts qu'on a déterminés dans la première partie du chapitre. Donc, rien de sorcier. La petite chose qui est nouvelle, le dernier terme ici, 1-TC, quand une firme paie des intérêts, quand une firme paie des coupons sur les obligations qu'elle a émises, ces intérêts-là sont déductibles d'impôt. C'est une dépense. Donc, si j'ai 33% de taux d'impôt, je paye un coupon de 9%, ce que ça me coûte, c'est pas 9%, c'est bien 6%, les 2 tiers de ce montant-là, parce que je vais pouvoir déduire cette dépense-là, le coût net de la dette, c'est pas le taux de coupon, c'est pas le taux de RAE, le RD qu'on a calculé ici, c'est bel et bien ce RD-là après impôt, donc multiplié par 1-TC, c'est ce que ça va vraiment coûter à la firme. Remarquez qu'on n'a pas cette chose-là pour les actions ordinaires, ni les actions privilégiées, parce que les dividendes doivent être payés avec le bénéfice net. Les dividendes ne sont pas déductibles d'impôt, donc c'est vraiment juste pour les paiements de coupons que ça s'applique cette chose-là ici. Des petits problèmes de pratique. Celui-là, il est assez standard. Vous pouvez faire le tour. Vous allez devoir trouver le RAE encore ici. Là, je vous rappelle qu'à l'examen, on n'a pas ça. Vous avez la solution, vous pouvez vérifier. On peut trouver le rendement de l'équité selon le CAPEM, le RAE des obligations après impôt, et on fait simplement la moyenne pondérée de ces choses-là. Dans cet exemple-là, il n'y a pas d'action privilégiée, donc on se concentre simplement sur RE et RD. Ici, il y avait une seule façon de déterminer le RE. Je vous rappelle, si jamais il y avait les deux façons disponibles, on ferait tout simplement la moyenne des deux RE obtenus. Mais ici, ça ne se pose pas comme problème. Ça, c'est beau. Quand je vous disais tantôt, on ne vous fera pas calculer de RAE directement. Une façon qu'on pourrait faire, ce serait comme cet exemple-là ici. Souvent, les firmes vont avoir plus qu'une émission d'obligations en circulation. Ben, il va falloir prendre la moyenne pondérée de toutes ces obligations-là qui sont en circulation. Comme ici, j'ai 4 obligations qui circulent. On vous donne les RAE directement. Ben, si je veux un chiffre, un RD, qui représente tous ces RAE-là, tous ces coupons, ces obligations-là, je dois faire la moyenne de ceux-là ici. La moyenne pondérée en fonction de l'importance relative de chaque obligation. Évidemment, encore une fois, on va travailler avec la valeur marchande, donc, et non pas la valeur nominale. Cette information-là ici est complètement inutile. Donc, ce qu'on fait dans la solution, c'est ce qu'on retrouve ici. Le 6.32, qui est le RAE de l'obligation 1, doit être multiplié par son poids. C'est la valeur marchande de 501 millions sur la valeur marchande totale de toutes les obligations. Donc ça, c'est la contribution au RD de la première obligation. Même chose pour la deuxième et toutes les autres obligations. Ce qui va me donner un RD total pour toute la dette. Après impôt, encore une fois, ça va me permettre d'obtenir un RD, un chiffre pour mon coût de la dette. Beaucoup de questions sur le CMPC vont porter sur le calcul, l'application de la formule qu'on a vue, la moyenne pondérée. Ça vaut la peine de bien comprendre à quoi ça sert, puis c'est quoi l'utilité du concept. Surtout la petite chose ici, le même niveau de risque. Il faut absolument que ce que vous utilisiez comme taux
d'actualisation pour un projet représente le risque de ce projet-là. Le CMPC qu'on a calculé, il est basé sur la structure actuelle, sur les activités actuelles de la compagnie. Donc, les investisseurs ont déterminé leur taux de rendement exigé en fonction de ce que vous faites présentement. Si vous continuez de faire la même chose, vous faites des projets d'expansion, vous avez 9 restaurants, vous en rouvrez un 10e, c'est le même risque. Le CMPC est le bon taux d'actualisation à utiliser pour votre projet. Si vous avez des restaurants, puis vous décidez d'ouvrir un magasin de vêtements ou de plomberie, là, c'est complètement différent. Ce n'est pas le même risque. Le CMPC ne sera pas pertinent pour évaluer ce projet-là. Donc, si vous avez des divisions différentes, ça ne donne rien d'évaluer un CMPC pour toute la firme. Si vous avez une branche en aéronautique puis une branche en biotechnologie, c'est deux secteurs différents. On va à ce moment-là utiliser un CMPC pour chaque division. Une autre façon de faire ce point-là ici, si votre firme, en bas, ce qu'on retrouve, c'est le risque systématique évalué par le bêta. Si votre firme a un bêta de 1, le CMPC, le WAC ici, c'est Weighted Average Cost of Capital, c'est le CMPC en anglais. Si on a calculé un CMPC de 15%, ce CMPC-là s'applique pour les projets qui ont un bêta ou de 1, un risque équivalent à votre firme actuellement. Si ces projets-là ont un risque équivalent, ils vont être bien évalués en utilisant un CMPC de 15%. Par contre, si vous utilisez toujours ce CMPC-là pour évaluer vos projets, même les plus risqués et les moins risqués, vous allez faire des erreurs. Vous risquez de faire des erreurs parce que si vous évaluez des projets qui sont plus risqués, supposons le projet B ici, le projet B devrait rapporter plus de rendement. Plus de rendement parce qu'il y a un risque plus élevé, il y a un bêta de 1.2. Qu'est-ce que ça nous dit le CMPC, le CAPM, le modèle SML, la Security Market Line? Les projets qui sont plus risqués devraient fournir plus de rendement. Mais si vous utilisez toujours votre CMPC de 15%, vous risquez d'accepter des projets de façon incorrecte. Donc, par exemple, le projet B ici, compte tenu de son risque, vous devriez exiger 16% de rendement sur ce projet-là. 16%, si vous regardez la ligne qui vient ici, compte tenu du risque, bon, c'est un petit peu plus que 16%, c'est le rendement qui devrait fournir ce projet-là pour être acceptable. Mais vous, si votre point de référence est toujours le même, tous les projets qui sont dans ce triangle-là ici, vous allez les accepter alors qu'ils sont trop risqués. Même chose de l'autre côté. Les projets qui sont ici, c'est normal qu'ils fournissent moins de rendement parce qu'ils sont moins risqués, ils ont un bêta plus faible. Si vous avez toujours le même point de référence de 15%, vous risquez de refuser des projets qui sont parfaitement acceptables, sont moins payants en rendement, sauf qu'ils sont moins risqués, donc c'est parfaitement normal. Donc c'est vraiment important de se concentrer sur les projets qui ont un risque similaire à la firme si on veut que notre coût du capital fasse du sens, qu'il soit utilisé de façon pertinente. Donc, le reste du chapitre, juste attirer votre attention sur des choses importantes. Ça ici, très 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 important, c'est ce qu'on vient de justifier, d'expliquer. Ce qui est en dessous, vous pouvez vraiment pas le négliger, mais vraiment y aller très 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 très, très rapidement. D'autres approches pour estimer le taux d'actualisation, quand le CMPC ne s'applique pas directement, on a des façons de faire. Ça ici, c'est un tableau qui fait juste reprendre l'information du graphique de tantôt. C'est quoi les dangers de prendre le CMPC, peu importe le niveau du risque. C'est quand même bien expliqué dans le manuel, puis avec l'autre graphique, vous devriez être capable de vous retrouver assez aisément, mais vous allez voir que si le risque est différent de la firme, vous allez, pour vos nouveaux projets, ça va vous conduire à faire des erreurs en acceptant des mauvais projets ou en refusant des bons projets. Ce qui est ici, vous pouvez l'oublier, pas pertinent. L'approche subjective, donc, c'est qu'est-ce qu'on fait en pratique quand les projets n'ont pas le même risque que ma firme, plus risqué ou moins risqué, ben on va devoir ajuster notre CMPC. Si le projet est plus risqué, on va prendre un gros taux, un taux plus élevé que ce qu'on est habitué d'utiliser. Et même chose, si c'est moins risqué, on devrait utiliser un taux plus petit. En faisant ça, ça nous donne moins de zones d'erreur, si vous voulez. Ça reprend tantôt, ça fait différentes catégories
pour utiliser votre taux d'actualisation, vous minimisez les erreurs que vous allez faire. C'est pas parfait, c'est complètement subjectif. CMPC, c'est bon quand le niveau de risque est le même que la firme. Vous avez des projets plus risqués que d'habitude, vous prenez un taux d'actualisation plus élevé. Vous avez un projet très sécuritaire, vous prenez un taux d'actualisation plus faible pour représenter le niveau de risque qui est plus faible. Le subjectif, le moins 8, le plus 10, d'où est-ce qu'il vient? Ça, c'est complètement subjectif. Avec la pratique puis l'appréciation du risque, vous pouvez avoir des façons plus éclairées d'évaluer ces choses-là, mais il reste une part de subjectivité. Le but, c'est pas d'arriver exactement au bon taux, mais plus vous êtes précis, plus vous allez minimiser le risque de faire des erreurs dans l'acceptation de vos projets. Donc, ça conclut le chapitre 14. Bonne étude.